OK, bonjour à tous. Aujourd'hui, on parle de Ultimate Back Fitness and Performance de Stuart McGill. Un bon textbook qu'honnêtement, j'ai adoré. Ça faisait un moment que Dr. Natacha Lauzon, ma chiro, me l'avait donné. Je n'avais jamais pris le temps de lire au complet parce qu'il y a tellement d'informations là-dedans qu'il faut vraiment être concentré. Il faut prendre son temps pour le lire. Mais là, vu qu'on a tous un peu plus de temps, je me suis mis au défi de le lire et de le résumer. Donc, la première chose, c'est que ce livre, pour vrai, pourrait définitivement être le livre pour faire l'objet d'un cours de 40 heures à l'université avec de la théorie, avec de la pratique, même potentiellement avec des essais cliniques. Donc, en rien, je vais être capable de résumer ce livre-là en 30-40 minutes. Par contre, je vais vous donner l'essentiel, les concepts que M. McGill utilise, sa vision du fitness et de la récupération pour quelqu'un qui aurait mal au dos. Ça, je vais essayer de vous le transmettre, mais rien ne va pouvoir remplacer de le lire, vous le procurer. Il y a énormément d'exercices que ça, je ne vais pas nécessairement pouvoir faire. Puis comme lui le dit, c'est assez dur de l'apprendre juste en théorie, mais il y a quand même pas mal de photos qui montrent comment faire certains exercices. Et si vous avez la connaissance parce que vous êtes entraîneur ou parce que vous êtes un professionnel de la santé, il y a des bonnes chances que vous soyez capable d'aller chercher l'information pour bien le faire. Donc, commençons. La première chose là, que Stuart McGill dit dans son livre que j'aime beaucoup, c'est No Rules, Just Guideline. Donc, dedans, c'est sûr qu'il va parler de ce qu'il pense qu'est une bonne idée pour pouvoir moins charger son dos puis rester en santé et d'avoir plus de performance. Sauf que de temps en temps, il va même lui-même pas se contredire, mais parler d'un athlète précis, par exemple, qui ne fait pas exactement ce qu'il dit, mais qui va quand même réussir. Ou alors parler du fait qu'on ne peut pas tout le temps faire la même chose. Donc, c'est pour ça que j'aime bien No Rules, Just Guideline. Pensez pas que ce livre va vous donner une recette. Puis après ça, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de suivre la recette à la lettre sans la challenger, que lui-même maintenant fait potentiellement partie du statu quo, pas exactement, mais il est beaucoup plus connu. Mais lui-même dit qu'il faut challenger le statu quo, il ne faut pas rester sur des objectifs non atteints. Il ne faut pas non plus, quand ça ne fonctionne pas, juste se dire ben, c'est la faute du patient. Ça, il en parle beaucoup. La plupart des gens, un petit peu si on fait l'écho de Obesity Code de Dr. Jason Funk, il a le même principe. Assez souvent, les cliniciens qui n'ont pas de résultats ont tendance à dire ben, c'est la faute de mon patient, il n'a pas fait les exercices. Alors que lui, il dit assez souvent c'est notre faute parce qu'on n'a pas vraiment trouvé la cause ou on utilise des exercices qui ne fonctionnent pas. Donc, c'est quoi le défi de ce livre-là? Bien, j'ai été agréablement surpris que la grande partie du livre, dans le fond, c'est de maximiser la performance. C'est pas tant juste du rehab, prehab. C'est vraiment, il est passionné de comment est-ce que les meilleurs athlètes au monde réussissent à générer de la puissance et réussissent à le faire de façon à minimiser le risque de blessure parce qu'on le sait, bien, tous les athlètes, de toute façon, s'ils se blessent, bien, ils ne sont plus capables de fonctionner après. Donc, leur performance tombe à zéro. Donc, c'est très important pour eux aussi. Bien sûr que quand on essaie d'aller à haute performance, le risque est plus élevé. Et il fait une bonne différence entre est-ce que vous voulez être un athlète de haut niveau ou est-ce que vous voulez juste être pain-free, donc sans douleur, et fonctionner dans la vie de tous les jours. Et les deux sont définitivement acceptables. La réponse à cette question relève de l'athlète lui-même ou du patient lui-même. Après ça, le but du livre, c'est de redonner une amplitude de mouvement sans douleur. Fait que de temps en temps, il va falloir baisser l'amplitude de mouvement. Quand on parle d'amplitude de mouvement, on parle de l'amplitude de mouvement de la colonne parce que c'est un livre sur le dos. J'arrête juste mon chauffage, que ça ne fasse pas de bruit. Donc, retrouver une amplitude de mouvement sans douleur. Puis après ça, la deuxième étape du défi, ça va être est-ce qu'on veut aller vers la performance ou juste vivre sans douleur? Il lance quelques devoirs aux entraîneurs. Puis ça, si vous regardez dans le F5 podcast, le OG Talk 1 et OG Talk 2 avec, par exemple, Mathieu Dubontet, on parlait beaucoup de ça, du fait que
les entraîneurs ont besoin de remplir leur rôle. Il faut qu'on soit plus connaissant. Plus connaissant en quoi? Il faut qu'on soit plus connaissant en anatomie. L'anatomie, il ne faut pas juste savoir de quoi on l'air les muscles quand on n'a pas de chandail, il faut savoir c'est quel muscle est attaché à donc l'origine et l'insertion. Cherchez les mots en français parce que c'est en anglais ici. L'origine et l'insertion des muscles, puis quelle action, fonction ces muscles-là. Et vous allez voir que pour Stuart McGill, ce qui est super important, c'est pas en isolation qu'est-ce que ce muscle fait, mais en synergie avec les autres muscles dans son groupe musculaire. C'est quoi le rôle de ce groupe musculaire-là? Donc, les entraîneurs, c'est ultra important. Exemple de savoir quand on fait un sit-up, qu'est-ce qui se passe, quels groupes musculaires sont utilisés. Quand on fait un Superman, même chose. Et pas juste sur l'anatomie musculaire, mais qu'est-ce que ça a sur l'anatomie des os et des structures solides. Parce que, par exemple, on parlera dans le livre que quand on fait un Superman, que la plupart des entraîneurs, et j'étais fautif là-dessus pendant longtemps, pensent que c'est un exercice qu'on est couché sur le ventre puis on se relève, le Superman ou Wonder Woman, pensent que c'est un exercice pour débutants, exemple, avant d'aller faire un hip extension sur un GHD, alors que c'est là qu'il y a le plus de compression de la colonne. Même chose, la plupart des gens pensent qu'un sit-up, ça va être l'exercice de choix pour commencer à travailler les abdominaux, mais en fait, ça met une énorme compression sur la colonne aussi. C'est pour ça qu'exemple, en CrossFit, on a tendance à utiliser un hammat pour pouvoir baisser cette compression-là des fléchisseurs de la hanche. Donc, c'est pas qu'il faut jamais faire de sit-up, il en parle là-dedans, c'est pas qu'on veut jamais fléchir notre colonne, mais il faut juste savoir c'est quoi les conséquences et savoir c'est quoi les risques. Et connaître l'anatomie, ça nous permet de au moins mesurer mieux les risques. Donc, entraîneur, clinicien, c'est notre premier devoir, d'après M. McGill, c'est de mieux connaître l'anatomie. Après ça, il faut connaître les mécanismes de blessure, le principe de tolérance et de capacité. Ça, j'étais très content d'entendre parler de ça au niveau que la tolérance, on le comprend tous. Si on dépasse notre tolérance, donc exemple, je décide de faire un soulevé de terre, un deadlift, au-dessus de ma charge maximale, je me positionne mal, je dépasse la tolérance de mes tissus mous ou des disques de ma colonne, il y a une blessure. Ça, tout le monde le comprend. Par contre, le concept de la capacité, il y a peu de gens qui le comprennent. Donc, il ne faudrait jamais dépasser la tolérance, ça c'est clair. La difficulté, ça va être quoi? C'est quelqu'un qui a une tolérance très, 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 très basse parce que il revient de blessure ou de sédentarisme versus quelqu'un aussi qui est à un très haut niveau. Bien, les deux fois, il va falloir qu'on aille proche de la tolérance sans jamais la dépasser. Si on dépasse la tolérance, c'est blessure assurée, il y a quelque chose qui va déchirer, quelque chose qui va casser. Ça, on est capable de le comprendre. La capacité. La capacité, c'est qu'on a une certaine banque, un petit peu comme quand on parlait de la capacité avec Good to Go, avec Christy Ashwaubenon. On parlait de la capacité de stress mental et physique. C'est comme si on avait une banque de ça. Puis après, il faut savoir comment est-ce qu'on va la dépenser. Bien, c'est la même chose pour, exemple, le dos. C'est qu'on a une capacité de nos muscles. On pourrait le voir un peu comme une espèce d'endurance. Ou j'aime bien l'image de la banque. Où est-ce que quand je me tiens comme ça pendant que je fais ma conférence, bien, j'utilise de cette capacité-là. J'utilise cette capacité-là, j'utilise la capacité de mes érecteurs de retenir mon tronc parce que je suis en flexion. Je n'ai pas l'impression de faire quoi que ce soit de mal, je suis juste mal positionné. Puis si je fais ça pendant 1 heure, bien, j'ai utilisé un certain pourcentage de ma capacité. Si après ça, je m'en vais jardiner puis je continue à être comme ça, si après ça, je m'en vais manger puis quand je suis assis sur ma chaise, je suis comme ça, je continue à gruger dans ma banque de capacité. Puis après, je vais aller décider de m'entraîner, mais je suis à 50% de ma capacité, donc je vais rapidement, potentiellement pouvoir créer une blessure parce que j'ai utilisé beaucoup de ma capacité. Et de là, beaucoup le concept dont Stuart McGill parle dans son livre, c'est que c'est pour ça qu'il va inciter les gens, par exemple, là je me tiens droit, même si aussi niaiseux que ça peut être, de brosser les dents comme ça, versus quelqu'un qui a peu de capacité en ce moment au niveau en flexion lombaire, de lui apprendre à se positionner pour se brosser les dents avec le dos plus droit. Pourquoi? C'est pas qu'il peut jamais utiliser sa flexion dorsale. C'est de décider volontairement de quand on utilise notre capacité et quand on ne l'utilise pas.
Puis ça, je trouvais ça très important. Il en parle beaucoup. Qu'on soit quelqu'un qui est blessé ou quelqu'un qui est un athlète de très haut niveau, il faut qu'on décide c'est quand qu'on utilise notre capacité. Puis comme je vous dis, ça parlait beaucoup aussi dans le livre de récupération. Si vous n'avez pas écouté mon dernier résumé du livre Good to Go, on a une certaine banque de capacités dans tout, mental, physique, pour notre dos, pour nos hamstrings, pour tout. Puis il faut qu'on décide c'est quand qu'on l'utilise. Et les bons athlètes décident de l'utiliser dans leur entraînement et dans leur dans leur compétition. Stuart McGill va encore plus loin. Quelqu'un qui est très déconditionné et qui a très peu de capacité, il ne faudrait même pas qu'il gaspille, c'est ce qu'il dit, gaspille sa capacité dans un warm-up. Il faudrait qu'il aille directement dans la partie de renforcement ou qu'on appellera de workout. Parce que sinon, quand il est rendu au workout, son warm-up a détruit et a grugé toute la capacité qu'il avait. Donc, gardez ça en tête, la capacité. Quand est-ce que vous dépensez cette capacité-là dans votre journée? Quand est-ce que votre athlète le fait aussi? Pour essayer de le maximiser, pour l'utiliser vraiment quand ça compte. Puis pour nous, c'est dans notre sport ou dans notre entraînement ou dans notre compétition. Et pour quelqu'un qui est blessé, ben c'est pour ne jamais dépasser cette capacité-là. Et comme plus la banque est petite, plus il va falloir qu'on travaille pour l'augmenter. Après, il y a le principe aussi de pouvoir analyser les patterns moteurs communs dans le sport et dans la vie. Ça, j'ai bien aimé ça. Dans le fond, Stuart nous parle qu'en base, on a le groupe qui est le squat et lift. Comment est-ce que les gens bougent en squat ou en levant des charges dans la vie de tous les jours ou dans leur sport. Il y a le concept du lunge qu'on verra aussi, ou du squat à une jambe. C'est dans le fond comment est-ce qu'on fonctionne, même quand on court, qu'on est rendu juste sur une jambe dans un sport ou dans la vie de tous les jours, ben, aussi niaiseux que c'est quand tu mets ton pantalon, ben, tu es sur une seule jambe. Right? Donc, comment est-ce qu'on fonctionne sur une seule jambe? Les twists. Donc là, je suis en train de faire des twists. Comment est-ce qu'on fonctionne dans les twists? Et là, ça, c'était très intéressant aussi. Ça se rapproche de la vision qu'on a dans le CrossFit. C'est pas tant d'entraîner les twists que ou la torsion. C'est plus d'entraîner de résister à la torsion. Ça, on en parlera après. Il y a les principes de pull ou de push. Il y a les principes de maintenir un équilibre. Comme là, je suis en équilibre, mais est-ce que je suis capable d'être en équilibre sur une jambe aussi? Parce que si on n'est pas en équilibre, on ne peut pas maximiser la force qu'on est en train d'administrer dans le système. Et la dernière chose, c'est le principe de déplacement. Quand je marche, je cours, je rampe, je grimpe. C'est très similaire un peu aussi au principe dans le CrossFit, quand on dit nos Common Movement Themes, donc nos thèmes communs au mouvement, où est-ce qu'on parle, exemple, d'amplitude de mouvement, on parle d'épaule active, on parle de stabilisation de la ligne médiane, tout ça, qui sont principalement axés sur les mouvements fonctionnels qu'on utilise dans l'entraînement. Lui, Stuart, dans le fond, a un système un petit peu plus large qui, comme il dit, même si on n'est pas expert dans aucun sport ou dans certaines tâches de travail ou de la vie de tous les jours, bien, en regardant ces concepts-là, on va être capable de voir c'est où qu'il y a potentiellement un problème, qui pourrait être technique ou de position, et c'est où qu'il faut qu'on travaille, dans le fond, pour ou améliorer la performance, parce qu'il y a un déficit à cet endroit-là, ou la vie de tous les jours de cette personne. OK. Donc, comme tout expert dans le domaine, il commence par une batterie de tests. Quand on a un athlète qui vient nous voir, fait ou il veut maximiser sa performance, ou c'est parce qu'il a des douleurs, dans ce cas-ci, au dos, parce que c'est de ça qu'on parle dans le livre. Donc, la première chose, ça va être les tests. Et là, ce que j'aime vraiment de Stuart, c'est il dit clairement, on peut utiliser n'importe quoi pour faire un test. Si on comprend, dans le fond, qu'on a des schémas de recrutement moteur universels, comme il a dit justement avec squat, lift, lunge, twist, push, pull, pareil que si vous voulez utiliser ceux de CrossFit, où est-ce qu'on a l'amplitude de mouvement, on a la stabilisation de la ligne médiane, l'engagement de la chaîne postérieure, tout ça. Quand on utilise des concepts communs à tous les mouvements, bien dans le fond, quand on regarde quelqu'un bouger, ça peut être notre test parce que les erreurs vont être présentes partout, dans tous les mouvements qu'on fait, parce qu'on regarde les éléments communs des mouvements. Donc lui, il donnait des exemples où est-ce que c'est très important de justement pas se fier à un test qu'on fait
en situation clinique. Parce que les gens, quand on leur dit « OK, tiens-toi droit, je vais tester ta posture », bien, n'importe quel athlète va être capable de se tenir droit. Par contre, peut-être que dans son sport, si c'est quelqu'un d'aviron, on remarquera qu'il est tout le temps comme ça. Peut-être que c'est un musicien, puis quand il joue du piano, il est tout le temps comme ça, mais quand on lui dit de se lever droit, il est là. Donc, il faut essayer de regarder et d'enseigner à la personne c'est quoi une bonne posture. Donc là, il donne ça, je ne vais pas vous montrer tous les exercices, là, mais par exemple, si avec ma main droite, je m'en viens toucher mes érecteurs, bien là, je sens que mes érecteurs sont bien gainés, sont bien contractés. Si je me redresse, je peux me redresser jusqu'à un point où est-ce que, hop, là, ils viennent de relâcher. Là, c'est mou. Dès que je rentre ma tête vers l'avant ou que je m'en vais un petit peu vers l'avant, boum, je sens qu'ils deviennent vraiment rigides. Donc, comment sentir que, OK, là, je suis dans une position, je suis dans une posture de colonne neutre, où est-ce que mes érecteurs sont rendus relax en position debout. Et d'ailleurs, la position debout, ça devrait être la position la plus relaxe pour notre dos si on apprend à bien le faire. Bien, si je teste la posture de quelqu'un et je lui apprends à le sentir, après ça, je peux lui demander, pour les 3-4 prochains jours, remarque le nombre de fois où est-ce que tu es dans une bonne posture et quand tu es dans une mauvaise posture et prends note. Pareil que quand on demande à quelqu'un de prendre note de ce qu'il mange sur 3 jours, on peut faire la même chose pour l'hygiène de posture. Ça, je trouvais ça très intéressant. Après ça, une fois qu'il a testé la posture, la première chose que lui, il va aller tester, c'est le squat. Comme on fait en CrossFit, c'est ultra fonctionnel, c'est un des mouvements les plus importants, on le fait tous les jours. Fait que lui, il appelle ça le body squat, ça, ce serait le squat sur une chaise, ou nous, on appelle ça le box squat, peu importe comment vous l'appelez. Comment est-ce que la personne s'assoit sur une chaise? Et il dit, c'est surprenant de voir des athlètes, même au niveau d'haltérophilie, niveau national, qui connaissent très bien comment faire un squat, on s'entend? Mais quand ils s'assoient sur une chaise, ils se laissent tomber sur la chaise. Ils n'utilisent pas, exemple, leurs glutes. Et c'est pas infréquent d'avoir des gens justement de haut niveau dans leur sport, qui sont capables de faire leur sport, mais qui ont mal au dos dans la vie de tous les jours. Donc, ça, c'est l'autre test. Et après ça, il va vraiment regarder des tests, si on va un petit peu plus loin, au repos versus, si on parle d'athlètes, ou même de personnes qui ont des jobs physiques, quand ils sont essoufflés. Est-ce que je suis capable de me tenir droit? Est-ce que je suis capable de faire un squat en étant gainé quand je suis au repos? Mais après, quand je suis essoufflé, est-ce que je suis capable de faire la même chose? Puis il dit, ça, c'est très important. Et d'ailleurs, pour lui, à moins de faire des exceptions donc dans les charges maximales, bien pour lui, ce ne serait pas une bonne idée d'enseigner à notre athlète à contrôler sa respiration par rapport au mouvement qu'il fait. Il dit, il faut qu'on soit capable de respirer dans la vie de tous les jours et dans notre sport tout le temps, tout en étant gainé, braced en anglais. Donc, tout peut devenir un test si on a l'œil. Bien sûr, il y a beaucoup de tests qui sont réservés aux professionnels si vous n'avez pas la compétence. Donc, c'est pas le temps de s'improviser gourou du dos. Mais par contre, utilisez ce que vous connaissez. Si vous êtes un entraîneur, vous connaissez bien les points de performance d'un squat, bien, votre test, ça peut être voir comment est-ce que quelqu'un s'assoit sur une chaise, puis voir que s'il est dans le cas de la grande majorité des gens, par exemple, il utilise beaucoup ses quadriceps, très peu ses fessiers, et il y a un arrondissement, donc une perte de la courbe lombaire, bien ça, vous êtes capable de le tester et de l'entraîner, rester dans votre champ de compétences. Mais tout peut être un test. Vous n'avez pas besoin nécessairement. Il parle de très bonnes batteries de tests, exemple Functional Movement Screening. Mais si vous n'avez pas la compétence de le faire, on ne s'improvise pas pour le faire. Peut-être aller faire la formation pour le faire. Mais sinon, utilisez ce que votre œil est déjà habitué. Parce que si la personne a du mal à faire un squat et n'utilise pas ses fessiers en faisant un squat, il y a une bonne chance que quand il marche, il n'utilise pas. Donc, il marche très lentement sans swinguer les bras. Il y a des très bonnes chances que quand il lève une charge, que ce soit son sac à dos ou son sac d'épicerie, il ne l'utilise pas parce que c'est des schémas de recrutement moteur universel. Donc, quelques concepts qui sont très importants. Ce n'est pas les seuls, sauf que c'est ceux que j'ai retenus et que je veux partager avec vous. Le core. Ou même le corps doit être considéré comme un groupe musculaire jamais en isolation, très très important. Donc, Stewart parle beaucoup, exemple, du transverse abdominal, où est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui focusent énormément là-dessus, qui disent que le problème c'est ça, donc il va l'isoler pour entraîner juste ça. Il dit, écoutez, la ceinture abdominale, donc le droit abdominal, le transverse et les obliques,
Il faut qu'ils fonctionnent en synergie. Ça ne sert à rien d'apprendre à les contracter indépendamment. Et on va parler du Big Three. Quand on fait les bons exercices, de toute façon, ils vont toutes les trois être sollicités et donc se renforcer. Donc, ne tombez pas dans le panneau d'isoler des muscles. Il dit que c'est le même principe pour les biceps. C'est pas une bonne idée d'isoler le biceps. Il faut l'utiliser avec tous les muscles de l'épaule si on veut être capable de faire un pull-up. Pareil pour les squats. On ne veut pas isoler les quadriceps ou isoler les ischios ou les fessiers. Tout ce qu'on veut faire, dans le fond, c'est d'apprendre à nos muscles à fonctionner en synergie. Et là, il rejoint vraiment la philosophie d'entraînement à part des mouvements fonctionnels comme on fait dans le CrossFit. Après ça, pour lui, même chose, ça rejoint notre vision des choses en CrossFit. Pas de machines, parce que les machines ont très peu d'entraînement sur le côté neurologique. Ça, il en parle énormément dans le début de son livre. C'est excellent à lire sur les méthodes d'entraînement qui fonctionnent. Puis il nous rappelle que la plupart des athlètes de très haut niveau n'ont pas l'air impressionnants physiquement comparé à leurs confrères ou consorts. Ce qui veut dire par là, c'est que si on prend Wayne Gretzky, quand on le regarde habillé en short t-shirt versus tous les autres joueurs de la Ligue nationale, c'est pas le plus impressionnant physiquement. C'est son côté, c'est pas son côté organique qui est impressionnant, c'est le côté neurologique. Et ça, quand on travaille des machines, on ne travaille pas le côté neurologique. On travaille des muscles et non des mouvements. Donc, rappelez-vous-en. Il dit bien sûr, no rules, just guidelines. Il n'y a pas de règles, il y a juste des lignes directrices. Peut-être que dans un cas précis, ça peut être utile, mais il dit très souvent, vous allez être, exemple, assis pour essayer de pousser ou couché pour essayer de pousser. Puis dans votre sport, quand vous allez pousser, vous allez être debout. Donc il dit en plus, ça ne se transfère pas à 100% dans le sport. Puis rappelez-vous que dans le fond, aussi, ça peut vous faire faire des patrons moteurs, des schémas moteurs qui sont imposés par la machine et donc qui ne sont pas nécessairement ce que vous devriez faire dans votre sport ou pour votre corps. Et c'est donc pas la meilleure façon de s'entraîner. Donc, pas de machine. La puissance passe par le dos, mais le dos n'est pas l'origine de la puissance. Donc ça, c'est peut-être le plus gros message qu'il y a dans son livre, c'est que tous ceux qui sont très performants, qui génèrent énormément de puissance, ça vient des hanches. Dans certains cas, ça vient des épaules et ça traverse le dos, un dos qui est gainé, ce qui parle de super stiffness, ou nous, en CrossFit, midline stabilization, donc la stabilisation de la ligne médiane, ou d'être très rigide du tronc. C'est pour pouvoir transférer la force qu'on génère aux extrémités du dos et non générer la force. Donc, on ne veut pas voir, exemple, un gars d'aviron plier et générer de la force avec l'extension lombaire ou thoracique. On veut qu'il génère de la force au niveau des hanches et que ça passe au travers du dos. Donc, une grande différence ici. Donc, puissance des hanches. Encore une fois, ça rejoint énormément si vous avez fait votre niveau 2 de CrossFit quand on parle de Sound Hip Function, donc le fonctionnement adéquat des hanches, parce que c'est là qu'origine la plupart de la puissance de à peu près tous les sports. Les meilleurs athlètes ne font pas l'erreur de focuser sur le côté organique. Ils sont exceptionnels au niveau neurologique. On en a parlé. Donc, il ne faut pas faire l'entraînement style bodybuilding pour juste vous améliorer de quoi on a l'air. Quoique, si c'est ça que vous voulez faire, c'est correct. Mais il ne faut pas tomber dans le panneau que plus on a l'air en forme, plus on est nécessairement performant sur le terrain. Les objectifs, donc on va regarder avec son scénario en 5 étapes. On va apprendre comment générer ce qu'il appelle le super stiffness, donc avoir le droit de l'abdominal, les obliques transverses qui fonctionnent en synergie et donc la force ou le gainage qu'ils sont capables de créer est beaucoup plus fort que la somme de ces trois muscles-là. Après ça, c'est comment utiliser ses hanches pour générer de la puissance versus son dos. Comment apprendre, ça j'ai bien aimé ça, le pulse, donc c'est contracter, relâcher. Il parle beaucoup que c'est une des raisons de pourquoi le côté neurologique est extrêmement important, c'est que dans la plupart des sports, il faut être très 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 bon pour contracter et recruter le plus d'unités motrices d'un coup, oui, mais il faut être très 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 bon pour relâcher aussi d'un coup. Exemple, en haltérophilie, il faut être très fort pour que ici, avec mon extension de hanche puis mon shrug, je génère une contraction maximale de mes unités motrices, mais instantanément, dès que c'est fini, il faut que je sois capable de les relâcher pour rapidement aller en dessous et après recontracter. Donc, c'est ce qu'il appelle le scénario du pulse. C'est le même principe
si on regarde dans les arts martiaux, c'est que quand je me prépare à lancer mon coup, je vais avoir une contraction maximale de plus d'unités motrices pour pouvoir recruter ce mouvement-là. Sauf qu'après ça, il y a moins de contractions, je relâche pour pouvoir lancer mon coup. Puis juste avant de frapper mon opposant, mon adversaire, je me redeviens vraiment stiff pour que tout mon poids rentre dans la personne. Donc ça, c'est le côté entraînement neurologique que même si on a énormément de potentiel contractile, comme on dit en CrossFit, on n'a pas nécessairement l'application productive de cette force-là. Et lui, dans le fond, il met le doigt là-dessus en parlant d'apprendre à contracter, relâcher rapidement et de savoir quand le faire. Après ça, le dernier concept que j'ai trouvé extrêmement intéressant, c'était le concept d'avoir la bonne tension musculaire, le primer le système, il appelle. Quand on serre les abdominaux ou on se brace, parce qu'on devrait dire, genre dans le fond, on fait du gainage, il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir un gainage maximal. Comme là, en ce moment, quand je vous parle, je ne suis pas serré au maximal. Je suis serré de façon optimale. Donc, optimal, ça veut dire quoi? Juste assez pour avoir la bonne performance et juste assez pour pouvoir bouger de façon non douloureuse. Fait que là, je suis gainé juste assez pour être capable de tenir droit, debout, et juste assez pour que mon dos n'ait pas de douleur. Puis ça, c'est le même principe qu'il faut faire sur un deadlift, qu'il faut faire sur un pull-up, qu'il faut faire dans n'importe quel mouvement. C'est donner juste assez pour être capable d'être non blessé et performant. Ça, je trouvais ça très intéressant aussi. Donc, jusqu'à maintenant, avant qu'on rentre dans la dernière partie où est-ce que je vais vous présenter son système, dans le fond, en 5 étapes pour être ou revenir au jeu après avoir été blessé, ou alors développer un dos extrêmement puissant et performant, c'est que vous remarquez que c'est un livre qui est sur le dos, mais il parle très peu du dos. C'est beaucoup de l'entraînement et apprendre à bouger de façon optimale. Pourquoi? Parce que pour lui, dans le fond, il faut vraiment comprendre que le dos, c'est juste une transmission de force qui est créée ailleurs. Donc, il faut apprendre à créer cette force-là ailleurs et il faut apprendre à la transmettre par le dos. Donc, pour devenir plus fort du dos, plus performant, il ne faut pas nécessairement faire le plus de redressement assis ou de Superman lifts, parce que dans le fond, il faut plus apprendre à générer la force à d'autres endroits que dans notre dos et la transférer. Donc, vous allez voir que tous les exercices qu'il fait, il y en a un petit peu qui sont classiques sur le core, mais après ça, il met beaucoup l'emphase sur apprendre à bien bouger. Donc, la première étape, c'est la qualité du mouvement et des schémas moteurs correctifs. C'est là qu'on va faire nos tests, qu'on va regarder par rapport à notre connaissance, comment la personne se tient, comment la personne squatte, comment la personne interagit dans son sport ou dans la vie de tous les jours. Ça, c'est très important, pas juste en état clinique, comment est-ce qu'il fonctionne dans votre gym, comment il fonctionne à l'extérieur. Il va falloir trouver des stratégies. Donc, enseignez-leur à bien bouger pour qu'ils puissent s'auto-évaluer. Demandez-leur de se filmer si vous êtes capable d'aller les voir. Puis, qu'est-ce qu'on fait là, dans le fond? La qualité du mouvement. Donc, dans la vie de tous les jours, juste que la personne commence à comprendre le concept de capacité. Est-ce qu'ils peuvent améliorer la qualité, prendre conscience qu'ils puissent améliorer la qualité de mouvement dans la vie de tous les jours quand ils se brossent les dents, quand ils se tiennent sur une chaise, quand ils conduisent, quand ils marchent, pour être capable de maximiser leur séance d'entraînement. Donc, c'est quand ils sont en flexion, c'est quand ils sont en hyperextension, c'est quand ils ne sont pas stables de leur colonne et qui grugent de leur capacité qu'ils ne pourront pas ensuite utiliser. Fait que ça passe par leur enseigner comment être bien placé, avoir la conscience, un peu comme je vous ai montré avec les érecteurs du rachis. On peut les filmer, on peut leur montrer comment ils sont positionnés. Et c'est exactement ce qu'on fait, exemple, dans un cours classique de CrossFit avec un bâton de bois. On n'a pas de charge, on apprend à bouger et on apprend le schéma moteur, exemple, de faire un squat en reculant les fesses vers l'arrière et en gardant la courbe de la colonne neutre. Donc là, c'est vraiment un programme d'apprentissage. On enseigne c'est quoi la stabilisation de la ligne médiane. On comprend aussi que certains athlètes vont avoir une stabilisation de la ligne médiane légèrement différente s'ils ont déjà été blessés. Peut-être que pour ne pas avoir de douleur, quelqu'un doit apprendre à bloquer sa colonne comme ça. Puis ça devient leur nouvelle courbe neutre parce que c'est sans douleur et stable. Donc,
Tout ça, ça se passe à l'étape 1. C'est vraiment de l'introspection dans notre athlète, de comment est-ce qu'il bouge dans la vie de tous les jours et dans le sport, comment est-ce que de façon optimale il pourrait bouger, puis de commencer à prendre conscience de c'est quand dans la journée qu'ils grugent de leur capacité pour qu'on puisse essayer de maximiser cette capacité-là dans leur sport ou quand ils en ont besoin. Donc, c'est un gain de conscience. Après ça, on peut leur donner des petits exercices pour la vie de tous les jours. Par exemple, si quelqu'un a mal au dos, ils vont avoir tendance à marcher lentement. Alors que pour relâcher le dos, la façon de fonctionner et la façon d'utiliser, dans le fond, ses fessiers quand on marche, c'est de marcher rapidement et d'avoir les bras qui balancent à partir des épaules. Fait que juste là, apprendre ça. Pareil aussi que quelqu'un qui est tout le temps en flexion, ben mettre un petit sac à dos pour pouvoir sentir de se relever quand il marche et de marcher sur un terrain inégal. Ça pourrait être la première étape pour commencer à travailler de la capacité à rester droit. Apprendre à s'asseoir sur une chaise, apprendre que quand on monte les marches, on veut pouvoir garder bien le pied à plat au complet et garder la courbe lombaire stable. Apprendre que pour attacher ses souliers, on peut faire un lunge au lieu d'être complètement arrondi. Donc, juste de commencer cette prise de conscience-là, exactement pareil que si on regardait, on faisait le parallèle avec la nutrition, c'est les moments où on commence à prendre des notes et prendre conscience de ce qu'on fait de façon automatique. Et là, on peut même faire un lien parallèle, c'est de prendre conscience de nos routines dans The Power of Habit de Charles Duhigg. Il y a un autre livre que vous pouvez écouter, dont j'ai fait le résumé, vous pouvez écouter dans la chaîne YouTube ou sur F5 Podcast. C'est de commencer à prendre conscience des choses dont on ne prend plus conscience parce que c'est des automatismes, c'est des routines. Après ça, l'étape numéro 2, c'est là où on va commencer à enseigner et gagner de la capacité dans la stabilité, en premier du corps, bien sûr, et en deuxième, du corps au complet. C'est là qu'il faut comprendre le concept que pour avoir un dos en santé et un dos fort, l'endurance est plus important que la force absolue. Ce que Stuart McGill s'est rendu compte, c'est que les gens qui sont extrêmement forts, donc qui sont capables de générer une grosse force avec leur dos, une grosse contraction, genre une fois, n'ont pas moins de blessures que les gens qui ne seraient pas en forme. Par contre, ceux qui ont de l'endurance, ça augmente leur capacité. Donc, ils ont moins de chances de gruger toute leur capacité dans leur journée. Il y a plus de chances qu'ils arrivent à en avoir un extra, ce qui fait qu'ils sont loin de la blessure ou qu'ils peuvent s'entraîner un peu plus fort. Donc, il parle du Big Three. Je suis sûr que vous pouvez le trouver sur YouTube, mais le Big Three, dans le fond, c'est le curl up. C'est un peu la base du hollow position qu'on ferait sans les jambes. On est couché sur le sol et on apprend à juste contracter ses abdominaux et mettre un petit peu de tension dans le système. On peut commencer par quand on est couché sur le dos, on peut commencer par 4 secondes ou 8 secondes. Après ça, le deuxième exercice du Big Three, c'est le side bridge. Quand on se met sur le coude, on se relève, puis on est comme en planche, mais de côté. On a notre haut de bras sur notre côté, puis on alterne. Ça aussi, chaque répétition pourrait être environ 4 à 8 secondes. Et le dernier, c'est le bird dog. C'est quand on est à 4 pattes, puis on a la jambe gauche et la main droite qui va être relevée. Puis après, on fait exactement la même chose de l'autre côté. Ça, même chose, on peut garder 4 à 8 secondes. Et si on veut travailler l'endurance, il dit ce qui est très important, si on ne veut pas aller à épuisement total, on veut tout le temps être juste en deçà de notre épuisement total et de continuer plus de séries. Donc, exemple, on peut faire ce qu'on appelle une pyramide 6-4-2. Donc, je peux faire 6 contractions de 8 secondes de mon curl-up, prendre une petite pause. Après ça, 4 fois 8 secondes. Après ça, 2 fois 8 secondes. Donc, je descends à chaque fois pour garder une bonne qualité de mouvement et vraiment juste augmenter la résistance. Le Big Three, c'est quelque chose que j'ai commencé à travailler avant mes workouts parce qu'on peut l'utiliser aussi de façon neurologique à juste peindre le bon schéma moteur de rester gainé. Ça peut être quelque chose qu'on peut faire aussi, qui est une très bonne chose pour les athlètes à faire à la fin de l'entraînement parce que là, on peut commencer à le faire indépendamment de notre respiration. Donc, ça nous force à apprendre à être gainé même en étant essoufflé. Donc, quelque chose que vous pouvez faire aux deux moments.
Quelque chose aussi de bien important à comprendre que je trouvais très intéressant, c'est quelqu'un qui a très peu de capacité. Au lieu de lui dire de faire le 6-4-2 pyramide, par exemple, 2 fois ou 3 fois par semaine, il faut lui dire, tu vas le faire 2 ou 3 fois par jour, un tout petit peu. 2 ou 3 fois par jour pourrait faire juste 8 secondes de contraction de chaque exercice. Parce que quelqu'un qui a peu de capacité, dans le fond, il faut essayer de rester en deçà de leur capacité dans chaque session et ils ont besoin de un petit peu, beaucoup moins de volume, plus fréquent, mais avec plus de repos entre chaque session. Fait que c'est comme si une session durait une journée au complet pour eux pour faire 3 petits exercices. Puis c'est comme ça que tranquillement leur capacité augmente, puis ils vont être capables de faire moins souvent, mais plus de volume par session. Tandis qu'un athlète de haut niveau va être capable de faire beaucoup de volume en commençant. Après ça, bien sûr, on peut rendre ça beaucoup plus le fun en style de warm-up. Je vais vous montrer, je vais prendre un bâton. Il parle du Japanese stick. Donc, exemple, le Japanese stick, ça peut être où est-ce qu'on apprend à se gainer. Qu'est-ce qu'on fait si on a du mal à gainer? On peut rentrer nos doigts dans nos côtes. Ça nous fait un petit peu mal si on rentre les ongles. Puis instantanément, ça gaine. Fait qu'on va avoir la contraction qu'on veut. Donc, si quelqu'un ne sait pas comment le faire, on peut lui montrer comment le faire de cette façon-là. Quelqu'un qui a du mal à le faire, on peut mettre sa main sur son ventre, sa main sur son dos, puis apprendre à serrer les deux côtés. Pareil, pendant qu'un coach appuie, exemple, dans les côtes pour qu'ils comprennent que ce n'est pas rentrer le ventre, c'est vraiment juste serrer la ceinture naturelle qu'on a avec nos 3 groupes musculaires. Une fois qu'on est gainé, qu'on a les jambes légèrement fléchies, on peut prendre un bâton, puis c'est bon, on le fait à 2, puis on se pousse. Dans le fond, on essaie de déséquilibrer la personne. C'est un bon warm-up. Ça pratique aussi de rester gainé. On peut le faire juste avec une seule main aussi, où est-ce qu'on essaie de déplacer la personne, toujours à 2, pour, dans le fond, se pratiquer à être gainé dans toutes les positions et ça nous échauffe en même temps. L'étape 3, l'endurance. Fait que là, on veut vraiment augmenter l'endurance qu'on commence, la capacité qu'on commence à créer à l'étape 2. Donc là, on veut faire les drills en étant essoufflé. Ce qu'on peut commencer à rajouter, c'est des charges. Donc, on pourrait, Stuart nous parle beaucoup que les charges asymétriques, c'est très, très, très bon parce que ça réduit la charge qu'il y a sur la colonne, mais ça oblige à contracter très fort et de créer cette super stiffness. Donc, exemple, un farmer carry avec un 70 livres va être beaucoup plus demandant que si on le fait avec 200 livres dans chaque main au niveau des abdos, sauf que la contraction qu'il y a dans la colonne est beaucoup moindre. Donc, ce serait intéressant à faire. C'est là qu'on peut faire des pyramides inversées, donc 6, 4, 2 ou 8, 6, 4, 2. On veut tout le temps s'arrêter juste avant failure. Quelque chose d'intéressant, c'est après un très gros workout, si on est vraiment fatigué, quelque chose qu'on peut se pratiquer à faire, ils appellent ça crocodile breathing, c'est on se couche sur le ventre au lieu d'être sur le dos, puis à chaque respiration, on essaie de faire monter notre tronc au complet, fait qu'on travaille dans le fond à être gainé pendant qu'on est très essoufflé. Et aussi simple que ça paraît, c'est pas si facile que de faire ça. C'est un exercice pour qu'il a développé avec les strongmen. Donc, rappelez-vous que dans le fond, pour le core, tous ces exercices-là, pour des athlètes ou quelqu'un qui sont rendus à l'étape 3, qui est la dernière étape pour les gens qui veulent juste être en forme. Le 4-5, c'est pour la performance. L'étape 3, dans le fond, c'est vraiment juste de augmenter son endurance, parce que c'est comme ça qu'on va augmenter notre capacité, c'est comme ça qu'on va être le plus loin possible du risque de blessure. Après ça, étape 4, c'est la première étape qui compte pour les athlètes, ceux qui veulent aller un peu plus loin. C'est sûr que là, ça augmente un tout petit peu le risque, mais le niveau de performance va être beaucoup plus haut. Donc, il faut comprendre qu'il faut être stable pour générer de la force. Si je ne suis pas équilibré quand je suis en train de finir mon triple extension sur mon clean ou sur mon snatch, bien, je ne maximise pas la force que je rentre dans le sol. Il faut une stabilisation de la ligne médiane absolue, très forte, si je veux être capable de générer énormément de force et qu'il n'y ait pas de perte. Donc, il appelle ça leak of energy, pas de perte de ce qui a été créé avec les hanches.
Après ça, c'est pas avec la force absolue qu'on devient fort. Il parle beaucoup, dans le fond, de toutes les recherches russes et du speed strength. Il faut se rappeler, et ça rejoint énormément les adeptes de Westside Barbell. J'étais très content de lire ça. Donc, il parle énormément de box squat avec des élastiques, de travailler avec des chaînes. Donc, on veut se rendre compte que si, exemple, on fait juste rajouter du poids sur notre deadlift, arrivé à un moment, on tombe à un plateau et le risque de blessure devient relativement grand. Notre force ne s'améliore plus autant. Donc, l'augmentation marginale des risques de blessure est beaucoup trop grand par rapport aux gains qu'on peut aller faire. Et c'est là qu'il faut travailler sur son speed strength. Il ne faut pas bouger les charges lentement. D'ailleurs, dans aucun sport, on prend la personne qui est capable de bouger le plus lentement. Donc, l'idée, ce serait de réduire la charge puis de se rappeler que la force, c'est la masse fois l'accélération. Donc, la force qu'on pousse dans le sol n'est pas nécessairement maximale avec le plus gros poids sur la barre. En fait, ça, c'est pas Stuart qui en parle, mais si vous regardez les concepts de Westside Barbell, c'est exactement le même principe. Et il parle du fait que c'est à 75% de notre charge maximale qu'on arrive à bouger la barre au maximum de notre vitesse, qui fait que la force dans le sol, si on lève sur une plateforme de force, est la plus grande à 75% de, exemple, d'un clean versus à 100% d'un clean ou d'un deadlift ou d'un squat. Voilà. Donc, speed strength, bien important à garder en tête qu'apprendre à bouger vite, des fois, c'est comme ça qu'on devient plus fort, qu'on passe des plateaux. Côté mental, donc exactement pareil que quand on parlait dans la récupération. Le côté mental, on l'oublie souvent dans la récupération parce qu'on pense juste à récupérer le fait qu'on est raqué. On ne pense pas à méditer et déstresser notre corps. Mais lui, il parle, c'est exactement le même principe. Si on veut devenir extrêmement bon à développer de la force, le côté mental est important. Il faut être capable d'avoir une meilleure connexion avec toutes les unités motrices qu'on veut utiliser pour pouvoir lever la charge ou lever son propre poids dans un exercice de bodyweight. Et ça, c'est très important d'être capable de le visualiser parce que, comme il explique, c'est extrêmement difficile de contracter 100% de ses unités motrices pour être capable de faire quelque chose. Il parle de plusieurs strongmen qui sont capables de le faire par la concentration mentale. Et une des premières étapes, c'est d'apprendre comment est-ce qu'on se sent quand on contracte toutes les unités motrices. Donc, par exemple, on pourrait pousser 2-3 fois dans ce sens-là, puis après changer légèrement l'angle, et de se connecter avec les sensations qu'on a, exemple dans nos pectoraux, et on peut savoir, ou dans notre triceps, on peut savoir toutes les unités motrices sur tous les angles, comment est-ce qu'elles se sentent. Et donc, la journée où est-ce qu'on va faire un max bench press, on est capable de se connecter neurologiquement à toutes ces unités-là. Après ça, bien sûr, utiliser beaucoup plus de dumbbell, de kettlebell qu'on a tendance à utiliser. Un barbell, c'est très, très bien, mais c'est beaucoup plus facile. Donc, on développe beaucoup plus de force et aussi de conscience, de connexion avec les unités motrices qu'on utilise. Si on fait beaucoup de dumbbell bench press, ça va se transférer, en fait, ce qu'il dit, beaucoup plus vers le barbell, alors que si on fait juste du barbell, ça ne transférera pas nécessairement au dumbbell ou kettlebell. Après ça, très important pour lui, pour la force du dos, de développer, donc pour le haut du dos, toutes les sortes de pull-up possibles, ring row, montée de corde, tout ça. Donc, variez énormément le type de pull-up que vous faites pour avoir un dos fort. Dynamic days, très important, on en a parlé. Donc, speed strength, pas toujours force absolue, des fois juste vitesse absolue. Et le truc qui est extrêmement important, ce Westside Barbell en parle, il en parle aussi beaucoup. Ce qui est très cool quand on fait, exemple, une session de box squat à 50% de son max plus 25% d'élastique, c'est que ça paraît pas nécessairement très lourd, ce qui fait qu'on peut aussi corriger d'avoir une technique la plus parfaite possible parce qu'on est capable de le contrôler. Et quand on explose, dans le fond, on va être capable de générer plus de vitesse. On peut aussi travailler ce qui parlait dans le pulse. C'est que quand je fais un box squat, j'ai une contraction maximale quand proche de maximale, une grosse contraction de super stiffness, donc dans le fond de mes abdos quand je m'assois, de mes jambes, de mes hanches. Je m'assois, là je peux apprendre à relâcher les hanches sans relâcher le tronc.
Puis après, sur commande, avoir une tension maximale pour être capable de générer le plus de vitesse. Ça va m'aider dans des mouvements comme le clean, où est-ce qu'il faut aller vers tension maximale, relâcher, puis tension maximale ensuite pour rattraper la barre. Fait qu'il y a beaucoup plus d'avantages qu'on pense à faire des efforts dynamiques. Après ça, il parle des stand-up abs, comme justement aussi dans Westside Barbell. C'est bien de faire des abdos en hollow, de faire des exercices comme le Big Three, tout ça. Mais dans le sport, souvent, on a besoin de nos abdos en étant debout. Donc, c'est pas une mauvaise idée d'apprendre à gainer puis à tirer avec les abdos. Le principe du GHD sit-up, il n'en parle pas beaucoup, mais un peu le même principe aussi d'apprendre de bouger aux hanches tout en gardant le tronc gainé, donc notre stabilisation de la ligne médiane. Bien important. N'oubliez pas les choses comme, il parle un petit peu du reverse hyper, comment on peut même se placer si on a un dos sensible. Donc, au lieu d'être couché comme ça sur la machine, on peut surélever. Comme ça fait un angle un peu plus facile à travailler avec notre dos. Ça, je trouvais ça intéressant. On parle beaucoup de l'extension des hanches, c'est clair, mais à très haut niveau, des fois, ce qui nous limite, c'est la flexion des hanches. Exemple, un sprinter va générer beaucoup de force, mais ceux qui sont les plus rapides, c'est ceux qui ont une bonne flexion de la hanche pour revenir rapidement pour le prochain pas. Il dit attention, quand on travaille la flexion de la hanche, il faut que ce soit justement à l'étape 4, parce que c'est très facile avec le psoas de tirer sur son bas du dos. Un petit peu comme le principe de si on fait juste des sit-ups sans la mat, on a tendance à utiliser nos fléchisseurs des hanches, puis ça fait une très grosse compression au bas de la colonne. Donc là, il faut s'assurer de garder bien le tronc gainé et bien placé. Ça, c'est le même principe aussi dans ces étapes-là. Même à l'étape 3, il parle de si on décide de s'étirer, bien que l'étirement ne fait rien pour la douleur au dos, d'après lui, c'est bon par contre pour régler les asymétries, pour avoir un peu plus d'amplitude de mouvement, mais il faudrait penser à s'étirer comme dans un sport. Donc oui, si on relaxe, exemple en yoga, des fois on va faire une flexion de la colonne, sauf que si je veux m'étirer pour être un meilleur sprinter, comme quand je sprint, j'ai une courbe lombaire neutre, bien, je devrais aussi apprendre à garder ma courbe lombaire et de m'étirer, exemple, les ischios, en ayant la courbe lombaire parfaitement droite, comme dans mon sport, parce que ça va me donner de l'amplitude que je peux utiliser dans mon sport versus juste, boum, aller toucher ici. Après ça, utiliser les luges, donc les sleds, extrêmement bon, les carry asymétriques, levées asymétriques, même en deadlift asymétrique, tout ça, ça peut être une très bonne chose à faible charge pour continuer à challenger l'endurance de notre corps. On tombe dans l'étape 5, la performance, vitesse, agilité, puissance. La clé, c'est de développer de la vitesse. Donc là, il met encore plus l'emphase sur est-ce que vous êtes capable de le faire bien et vite. Désolé, il y avait quelqu'un qui m'appelait. Donc, bien et vite. Donc, c'est très important de développer de la vitesse. On a tendance à aller trop lourd tout le temps, ce qui fait que on maintient un plateau. Si ça vous intéresse, lisez aussi les principes de Barbell, Book of Method de Westside Barbell. Ils en parlent beaucoup de ça. L'imagerie mentale. Tout contracter vite, quel muscle. Donc là, ils vont encore plus avec la connexion mentale. Il faudrait être capable de se concentrer, à sentir qu'est-ce qui va se passer quand je vais tout contracter d'un coup et dans quel état il faut que je me mette pour être capable de le faire. Puis ça, il faut le travailler à l'entraînement pour être capable de justement, ceux qui vont être les plus forts, ce n'est pas nécessairement ceux qui ont le plus de fibres musculaires, ça va être ceux qui en recrutent le plus au bon moment et ceux qui savent recruter les bonnes fibres. Donc, peut-être qu'on a tendance à compenser avec un côté. Donc là, on peut, de façon mentale, faire de l'imagerie pour se rappeler d'utiliser les deux côtés, comment est-ce que je vais me sentir quand je le fais. Donc, de la visualisation comme ça. Le focus mental pour la vitesse. Encore une fois, il parle de vitesse et il dit, il ne faut pas juste se dire, je vais aller vite. Il faut utiliser des cues que les coachs peuvent relayer ou les partenaires d'entraînement. Si vous n'avez jamais vu nos sessions d'entraînement dynamiques, vous pouvez regarder dans mon channel YouTube, vous allez en voir. On se crie après pas mal. Go, go, fast, faster. Il faut que ce soit des cues rapides et qui aident justement notre cerveau à penser rapidement. Ça ne peut pas être comme « vas-y, tu es capable, vas-y plus vite ».
Il faut vraiment qu'on se le rappelle constamment. Et si vous regardez les meilleurs athlètes, ils se le rappellent constamment qu'il faut aller vite. Même si on pensait être vite sur la dernière rep, c'est correct d'avoir son training partner dire « Yo, t'étais lent, va plus vite ». Il faut se fâcher un peu, il faut être capable de bouger puis de trouver la façon optimale pour aller rapidement. C'est quoi comment il faut que je me prime pour bouger vite? Est-ce qu'il faut que je sois extrêmement stiff? Est-ce qu'il faut que je sois relax complètement? Est-ce qu'il faut que je sois entre les deux? Tous les exercices vont être différents. Puis ça, c'est quelque chose qui s'apprend. On oublie souvent l'agilité. Donc, exemple, quand on s'échauffe puis qu'on fait un split jerk avec un bâton de bois, bien, il faudrait qu'on se pratique quand on atterrisse. Comme là, je viens de ramasser mon sac de sable, pardon. Quand on atterrit, bien, qu'il n'y ait aucun déséquilibre, qu'on sente les muscles qu'on utilise, qu'on soit dans une position stable. Ça, c'est tout aussi important que de le travailler avec du poids. Dans le CrossFit, je pense qu'on est pas mal bon avec ça, de faire les parties techniques avec les bâtons de bois avant, mais continuez à le faire. Quand vous êtes rendu à l'étape 5, c'est là qu'on peut utiliser la plio, donc les clapping push-up. Vous pouvez regarder, il ne parle pas beaucoup de la plio, de sauter d'une boîte, ça, faites attention. Assez souvent, on dit qu'il faut avoir les experts vont dire qu'il faut avoir un double bodyweight back squat avant de sauter d'une boîte pour pouvoir rebondir, parce que ça met quand même beaucoup de tension. Mais si vous êtes rendu là, vous êtes rendu là. Là, on parle d'experts quand on est rendu à l'étape 5, mais la plio, c'est là que ça embarquerait. On oublie souvent aussi dans notre programmation, ça dans le CrossFit aussi, on est relativement bon, mais pensez-y, il faut programmer des fonctions. On n'isole pas les muscles, c'est pas une journée bras, c'est pas une journée, c'est on tire, on pousse, on saute, on grimpe, on se déplace. Donc, rappelez-vous des fonctions, des mouvements, puis c'est ça qu'on veut programmer. Donc, ce qui est très important, c'est de ne pas sauter d'étape. C'est une bonne progression. C'est sûr que c'est jamais tout blanc ou tout noir parce que ça se peut que je sois à l'étape 5 en haltérophilie, mais que je sois encore à l'étape 1 en gymnastique parce que je ne sais pas trop comment me positionner pour un handstand avec mes épaules, exemple. Donc, c'est sûr que dans des sports comme le CrossFit, où est-ce qu'il y a beaucoup de choses à faire, vous allez être à certaines étapes dans différents mouvements, mais on peut essayer comme coach de voir en moyenne notre athlète est où. Est-ce qu'on est proche de l'étape 3? Comme ça, on va maximiser à l'aider à passer de l'étape 3 à l'étape 4, par exemple. Dans le livre, il parle beaucoup aussi de feedback, de comment passer de l'étape 1, de 2, 3, 4, 5. En général, dans le fond, à l'étape 1, c'est pas le temps de demander à l'athlète comment est-ce qu'il se sent. Étape 1, étape 2, on leur dit comment il faut qu'ils se sentent. Manuellement, on les place. On est vraiment dans la création des bons patrons moteurs pour qu'après, eux aient des repères. L'étape 3, l'étape 4, c'est là qu'on peut commencer à challenger l'athlète sur comment tu te sentais là, peut-être les filmer, leur montrer de quoi ça a l'air dans différents scénarios. C'est là qu'on les challenge de hey, t'es très bon à le faire en position, exemple de side bridge. Maintenant, on va essayer de le faire debout. On va essayer avec un seul dumbbell. On va essayer avec un kettlebell, avec un sac de sable. C'est là qu'on les change et qu'on voit comment ils s'adaptent. Puis l'étape 5, c'est vraiment là où est-ce qu'on embarque beaucoup plus dans tout le côté neurologique. Techniquement, dans le fond, à cet endroit-là, on est proche d'avoir maximisé, d'avoir fait les plus gros gains au niveau organique dans l'athlète. Puis là, maintenant, on génère beaucoup plus de gains au niveau neurologique. Pas qu'il faut arrêter le côté organique. Ça, c'est important à maintenir, mais il ne faut plus juste focusser sur le côté organique à cet endroit-là. Fait que j'espère que ça vous a intéressé. Très, très bon livre. Vous pouvez facilement le trouver sur Amazon. Je vous conseille de le lire. Je vais le relire, c'est clair. Il y a beaucoup d'exercices que vous pouvez utiliser. Commencez à apprendre à utiliser le Big Three. J'ai commencé à tous les jours, puis déjà, je vois une différence. Fait que, that's it pour le F5 podcast.